みんなこんにちは。新刊petit satsujin et yokoso. Saisho no news wa la première information du jour, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est votre solution sécurité internet au quotidien pour vos ordinateurs, smartphones et tablettes, et ce, sur toutes les plateformes macOS, Windows, Linux, Android et iOS. Mais je vois une première question au standard. Je voudrais me rendre au Japon pour Noël, mais les billets sont hors de prix. Avec NordVPN, un problème, une solution. Pour payer vos billets d'avion moins cher, c'est simple. Grâce aux 5500 serveurs dans 59 pays, changez votre localisation et bénéficiez de tarifs avantageux sur les vols en évitant les frais des comparateurs de vols français. Une deuxième question au standard. Comment puis-je bénéficier d'une offre spéciale? C'est simple, en cliquant sur le lien en description ou en utilisant le code SATSUJIN, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle. 4 mois gratuits et toujours avec la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Merci NordVPN, à vous les studios. Konnichiwa. 殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Je vous en parle dans presque toutes les dernières éditions de Petit Satsujin car le feuilleton est passionnant. Au moment où les dignitaires internationaux, dont Kamala Harris et ironiquement Thomas Bach, président du Comité olympique international, arrivaient au Japon pour l'hommage national et très controversé à l'ex-premier ministre assassiné Abe Shinzo, la police continuait ses descentes et ses arrestations dans le cadre des affaires de corruption touchant les JO de 2021. Ainsi, l'homme d'affaires et ancien membre du comité olympique, Takahashi Haruyuki, était arrêté pour la 3e fois par les autorités pour une nouvelle affaire concernant un vaste réseau de corruption et de pots de vin. Après l'équipementier sportif Aoki, l'éditeur Kadokawa et le cabinet de publicité Dentsu, tous les trois mis en examen pour corruption et fraude aux côtés de l'ancien Premier ministre Mori et d'un joli panel de politiques et businessmen, c'est au tour du géant des médias et de la communication Daiko et de la compagnie Sun Arrow, fabricant de jouets, de se retrouver entre les mains de la police pour répondre à de graves accusations impliquant encore quelques millions de yens. Daiko était le 3e sponsor en matière d'investissement et s'était retrouvé avec une exclusivité dans les retransmissions et la diffusion des contenus relatifs aux compétitions. Loin d'avoir remporté un appel d'offres, il semblerait que ce privilège ait été obtenu grâce à de belles enveloppes de cash largement distribuées aux responsables du comité olympique japonais, dont messieurs Takahashi et Mori. Le président de Sun Arrow, entreprise connue pour fabriquer les produits dérivés de l'entreprise d'animation Ghibli, est lui aussi mis en examen pour corruption active après avoir payé Takahashi pour obtenir le marché des mascottes olympiques et des produits dérivés. Tout ce petit monde devrait rejoindre Takahashi Haruyuki, Fukama Kazumasa et Kadokawa Tsuguhiko, président de la compagnie du même nom, derrière les barreaux en attendant que la brigade anticorruption ne tire les choses au clair. Pour l'instant, il a été prouvé que Takahashi a touché plus de 125 millions de yens en espèces, environ 900 000 euros, et l'ex-premier ministre Mori environ la moitié. D'autres entreprises partenaires, dont ADK Holding, sont dans le collimateur de la justice. Je rappelle que la ville de Sapporo est candidate pour les JO d'hiver de 2029 et jusqu'ici favorite. Elle devrait être hors course au vu des scandales à répétition autour des Jeux de Tokyo 2021. À n'en pas douter, affaire à suivre. Monsieur Miyamoto Takafumi, 77 ans, employé de bureau et résident de la petite bourgade tranquille de Ibara dans la préfecture d'Okayama, a eu le choc de sa vie en rentrant du travail ce 3 octobre. Appelant sa femme pour venir prendre ses affaires comme il faisait depuis 53 ans, il n'eut pas de réponse malgré les lumières et la télévision allumée. En allant voir dans la cuisine ce qui se passait, il trouva son épouse, Satie, inanimée, étendue sur le sol et couverte de sang.
Affolé, il se mit à la recherche de sa fille de 50 ans, Chisono, qui partageait la maison avec eux, son mari et leur fils. Mais là encore, la surprise fut terrible. Il retrouva sa fille dans la salle de bain, allongée sur le carrelage et la tête en sang, elle aussi inanimée. La police et les secours arrivés une dizaine de minutes plus tard confirma la mort des deux femmes. Interrogé par les enquêteurs, Miyamoto parla des problèmes qu'ils avaient avec leur petit-fils de 25 ans, sans emploi et très dépensier, qui vivait au crochet de ses parents et de ses grands-parents, demandant toujours plus d'argent et se mettant en colère en cas de refus. Après une fouille minutieuse de la maison, la police a retrouvé une batte de baseball en aluminium sur laquelle des traces de sang et de peau des deux victimes ont été retrouvées. Malheureusement, celui qui devenait le suspect principal dans ces meurtres avait déjà quitté le domicile et un avis de recherche nationale a immédiatement été émis par les autorités. Toujours en fuite, il est activement recherché. Ce double meurtre a choqué la petite communauté de Ibara au milieu des rizières qui n'avait plus connu ce genre d'histoire depuis presque 100 ans. Affaire à suivre. Je vous en parlais aussi dans la dernière édition de Petit Satsujin, une femme de 92 ans, Madame Yamanobe Yoko, était retrouvée morte dans son lit au matin du 16 septembre dans un établissement médicalisé du quartier de Kita. Un aide-soignant de 50 ans, Kikuchi Takashi, avait immédiatement été soupçonné et recherché par la police au niveau national, ayant quitté son domicile sans laisser d'adresse juste après le meurtre. Cette cavale n'aura pas duré longtemps puisque l'homme a été arrêté le 1er octobre à Sapporo, repéré par une caméra de surveillance urbaine. L'autopsie de la malheureuse avait révélé que la victime avait été ébouillantée sur la partie supérieure du corps, sans doute avec l'eau d'une bouilloire électrique présente dans la chambre, et ses deux bras avaient été cassés. Ce qui ressemble fort à de la torture avait eu raison de la pauvre femme dont le cœur s'était arrêté. Peu de temps après le meurtre, Kikuchi avait retiré 820 000 yens, soit environ 5 800 € du compte de Madame Yamanobe. Il avait ensuite été repéré par des caméras à la gare de Tsukuba, à Ibaraki, puis à Morioka, dans la préfecture de Iwate, avant de prendre un Shinkansen pour Hokkaido. Placé en garde à vue, l'homme a commencé à nier les faits, puis a fini par craquer devant l'avalanche de preuves. Il a avoué avoir torturé la pensionnaire de l'EHPAD pour lui extorquer ses codes bancaires, puis être parti retirer l'argent avant de s'enfuir. Mais il affirme qu'elle était encore vivante quand il est parti. Il a été mis en examen pour acte de torture et meurtre et risque la perpétuité. Affaire à suivre. Un nouveau mystère que n'aurait pas renié Edogawa Rampo préoccupe la police de Isesaki dans la préfecture de Gunma. Le 2 octobre dernier, inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles, un ami de M. Arisaka Tetsuo, 90 ans, retraité, veuf et solitaire, vint frapper à son nuit. Sans réponse, il fit le tour de la vieille maison délabrée et au travers de la fenêtre de la cuisine vit son vieux camarade allongé sur le sol. C'est la police qui ouvrira la maison, fermée à clé de l'intérieur et confirmera la mort du nonagénaire. Après autopsie, il s'avère que le vieil homme a succombé à une série de violents coups de marteau portés sur la tête et quelques coups de poing au ventre. Après une fouille méticuleuse de la maison, la police a retrouvé de l'argent liquide et des objets de valeur intacts, indiquant que le vol n'était pas le mobile du crime. De plus, la maison était fermée de l'intérieur et les portes et fenêtres ne montrent aucune trace d'effraction. L'arme du crime n'a pas été retrouvée et les traces de pas autour du corps ont certainement été effacées car la scientifique n'en a trouvé aucune. Côté enquête, l'homme était connu pour sa vie rangée et tranquille, sans histoire et son passé ombrageux. Ses deux fils sont morts et il n'avait aucun contact avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants installés très loin de lui. La thèse d'un vagabond semble la seule possible pour la police, mais alors quid des ouvertures closes et du nettoyage de la scène de crime? L'officier en charge de l'enquête ne cache pas sa grande perplexité face à ce mystère et de nouvelles analyses sont en cours pour tenter de trouver un début d'amorce de piste. Affaire à suivre. Le 9 juillet dernier, un couple était victime d'un grave accident de la route durant lequel Madame Kaneko Miki, 55 ans, trouvait la mort et son mari Kaneko Minenori, 64 ans, était gravement blessé.
Le couple avait quitté la route près de Hoshio dans la préfecture d'Iwate, un endroit très escarpé et connu pour ses dangers. D'après les premières auditions du mari survivant par la police, il semblerait que cet accident n'en fut pas un. En effet, l'homme aurait déclaré qu'il avait volontairement quitté la route pour en finir avec la vie, après que sa femme et lui n'en aient décidé ainsi. Mais l'enquête avait aussi commencé à mettre à jour des incohérences dans son récit et certains résultats de l'autopsie de la victime laissent à penser que des coups violents auraient pu être portés avant l'incident. Un expert a conclu à une probable impossibilité quant à la mortalité de l'accident au vu de la chute somme toute légère de la voiture et l'activation des systèmes de sécurité type airbag, d'habitude neutralisés par les suicidaires en voiture. L'homme a été placé en garde à vue le 3 octobre au matin afin de creuser un peu la question. Affaire à suivre. Kawaguchi Kazuto, 56 ans, sans emploi et souffrant de problèmes psychiatriques et d'une forte addiction à l'alcool, a été arrêté dans la soirée du 1er octobre, après avoir commis un acte d'une rare violence qui apparaît aujourd'hui comme totalement gratuit. Ce soir-là, M. Kanazawa Takao, 32 ans, et sa femme de 29 ans rentraient chez eux après le travail, et après avoir garé leur voiture dans leur allée, furent interpellés par Kawaguchi, visiblement dans un état second d'après les témoins. Ignorant les insultes de ce voisin dont ils connaissaient les excès verbaux réguliers et l'état de santé, ils s'engagèrent vers la porte de leur maison quand l'homme a foncé vers eux, un couteau de cuisine à la main. Le mari s'est mis devant sa femme et a reçu 4 coups de couteau dans la poitrine et le cou avant de s'effondrer, mort. Son épouse, elle, a reçu 3 coups de lame dans le bras, l'épaule et le dos, mais a réussi à s'enfuir jusque chez un voisin qui avait déjà appelé la police. Conduite à l'hôpital, elle sera déclarée hors de danger, mais devra rester encore quelques jours. Le suspect, lui, a été arrêté sur les lieux du crime après qu'un voisin l'ait maîtrisé. L'homme, toujours très agité, a tenu des propos incohérents et insulté le couple et le voisinage. Confirmé mort par les secours, M. Kanazawa n'avait jamais eu affaire avec son meurtrier et se contentait de l'ignorer lorsque ce dernier faisait une crise. Placé en garde à vue, l'homme a été pris en charge par un service psychiatrique judiciaire. À l'examen de son dossier, il apparaît qu'il avait été soigné pour des troubles schizophréniques pendant sa jeunesse, puis était sorti du système médical suite à des difficultés professionnelles et sociales. Tombé dans la précarité puis dans la cloche, il vivait depuis quelque temps dans un taudis hérité d'une parente et passait beaucoup de temps avec des marginaux comme lui à boire et à se battre. Agressif avec ses voisins, il avait été signalé à maintes reprises à la police qui le reconduisait chez lui pour éviter les scandales, mais n'avait jamais vraiment pris la peine de vérifier qui il était vraiment. Présenté au procureur, la justice va devoir décider si oui ou non l'homme est responsable de ses actes et peut être jugé. Affaire à suivre. Le 5 septembre dernier, un patron de convenience store a reçu la visite d'un drôle de voleur. De service de nuit, le manager d'une enseigne de dépanneur de 69 ans s'est vu intimer l'ordre par un jeune garçon de 14 ans armé d'une batte de baseball en aluminium de lui remettre la caisse sous peine de tâter de son bâton. Malheureusement pour lui, la relève des espèces avait été faite et la caisse était vide. Alors toujours menaçant, l'adolescent prit 6 paquets de cigarettes derrière le comptoir et s'enfuit. Pour une raison indéterminée, le jeune braqueur se débarrassera de sa veste qu'il jettera dans une poubelle en sortant. La police, avertie par l'alarme silencieuse, arriva sur les lieux très vite mais ne trouva pas le petit voyou. Après analyse des caméras, ils découvrirent qu'il avait attaqué un passant avec sa batte quelques minutes avant d'attaquer l'épicerie de nuit et lui avait volé son portefeuille sous la contrainte. Après 3 semaines de recherche, le garçon a été retrouvé et arrêté. Confié à la brigade des mineurs, il a déclaré avoir juste voulu se procurer de l'argent pour faire la fête et s'acheter des cigarettes puisque ses parents ne lui en donnaient pas. Il a été déféré devant un juge pour enfants qui devra statuer sur son sort, le placer en centre d'éducation ouvert ou le poursuivre et aller face à des sanctions pénales et un possible enfermement. Affaire à suivre. Moi qui, vous le savez, ai le plus grand respect et une grande admiration pour la police, ne peut qu'être épaté par l'intervention d'un sergent de 43 ans rattaché au commissariat de Nada à Kobe.
Le 22 septembre à 1h45 du matin, le poste de police reçut un appel de détresse en provenance d'une épicerie de nuit qui signalait un homme saoul et violent et qui menaçait la caissière d'un cutter. Un équipage fut immédiatement dépêché sur place et le forcené, très énervé, sortit du commerce en menaçant les clients, les passants et les policiers de sa lame. 2 des 3 agents sécurisèrent les alentours, éloignant les passants, et le sergent sortit son arme de service, le fidèle et fiable Nyunambu M60 calibre 38. Il le mit en joue et le somma de jeter sa lame où il allait faire feu, mais l'homme, au lieu d'obtempérer, se précipita sur l'officier en criant, faisant des moulinets avec son arme blanche. Le sergent fit feu à 3 reprises, visant l'assaillant à l'abdomen et le stoppant net. 3 tirs parfaits qui ne touchèrent aucun organe vital et suffirent à neutraliser l'individu. Outre la puissance d'arrêt du calibre 38, la précision du tir a été un point clé dans cette action de police. Blessé mais hors de danger, l'homme a été conduit à l'hôpital et pris en charge. Ses jours ne sont donc plus en danger. Il sera présenté au procureur dès sa sortie des soins prévue pour début octobre. Le vice-capitaine Abe Tetsuya, lors d'une conférence de presse, a félicité le policier pour son intervention et précisé qu'il a sans doute évité un ou plusieurs blessés, voire pire. Il est rare que les policiers japonais sortent leurs armes, mais lorsqu'ils le font, c'est avec un entraînement conséquent en stand de tir derrière eux et une dextérité certaine. Affaire à suivre. Dans la nuit du 28 septembre, vers 1h du matin, une forte odeur de brûlé et une haute flamme réveillèrent les rares riverains du parc de Konanzaki à Yokosuka, dans la préfecture de Kanagawa. Alerté par ce qui ressemblait à un incendie, un jeune voisin de 21 ans, étudiant, appela les pompiers qui arrivèrent très rapidement et prirent en charge ce qui s'avéra être un feu de voiture. Attisé par les vents forts de cette nuit-là, l'incendie fut compliqué à éteindre et lorsqu'ils y parvinrent enfin, ce fut une horrible découverte qu'ils firent dans la carcasse fumante, 3 corps calcinés assis dans la voiture, celui d'un adulte à l'avant et celui de 2 enfants à l'arrière. L'enquête préliminaire a permis de trouver les traces d'un accélérateur de feu dans l'habitacle, accréditant la thèse d'un nouveau suicide familial comme il y en a de plus en plus chaque mois au Japon. Pour l'heure, l'identification des victimes est toujours en cours et la police marche sur des œufs pour ne pas commettre d'impair dans ce qui apparaît comme un drame familial dont ils ne connaissent pas encore les raisons. Depuis le début des crises financières et sanitaires et la précarisation de familles modestes et endettées, le nombre de suicides familiaux, enfin de meurtres-suicides car les enfants ne choisissent pas ces morts atroces mais les subissent, est en hausse constante et inquiète les autorités. Les cellules psychologiques créées pendant la crise ne sont pas ou peu utilisées, pas plus que les numéros d'écoute qui font pourtant une bonne communication. Affaire à suivre. Croyez-moi, je ne fais pas un métier facile. Je voudrais vous y voir vous éplucher des canards locaux pour y dégoter des exploits cosmiques de comiques paraphiliques. Car oui les amis, depuis 1902 et les travaux du bon docteur Friedrich Salomon Krauss, qui avait le nom d'une spécialité culinaire bavaroise et s'occupait autant des amateurs de tétons que des teutons mateurs, on ne dit plus perversion mais paraphilie. Le mot pervers revêt en effet une connotation très négative et salit l'image et la réputation du nécrophile qui n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre un nécrophile et un bain de mer ? Non ? Eh bien au début elle est un peu froide et puis on s'habitue et on se sent bien dedans. Voilà, en ces périodes de retour en affection pour les fictions assassines, vous pourrez la raconter à votre grand-mère quand vous lui montrerez la série Dahmer. Il ne vous reste plus qu'à faire preuve d'imagination et créer vous-même vos blagounettes sur les fétichistes, les voyeurs et autres amateurs de l'écrasement génital avec un Fiat Multipla. Envoyez-moi vos meilleures blagues et gagnez un week-end dans la cave de maîtresse Dominia.
Plaisanterie mise à part, plongeons-nous dans les travaux de Herr Dr. Krauss et de son sémillant collègue, aussi germain que lui, le brillant et moustachu Richard von Krafft-Ebing, qui, dans son best-seller Psychopathia Sexualis, paru en 1886, année pluvieuse et pas terrible pour les vins de Bourgogne, nous dressait un état des lieux des pratiques sexuelles déviantes, donc à l'époque, environ 99% du catalogue. Pour mémoire, 100 ans plus tard, c'est de cet ouvrage dont s'est inspiré le philosophe français Michel, on ferait bien de ne pas l'oublier. Alors quid des paraphilies, me direz-vous? Quand est-ce que cet abruti va cesser de nous débiter des balivernes aussi grosses que ma boîte à pièces jaunes? J'y viens, mes bons amis, j'y viens. Dans les travaux de tous ces grands penseurs de la braguette, une distinction élémentaire, comme le niveau d'étude de Morandini, se détache. Les paraphilies qui portent atteinte à l'intégrité de l'autre, qui me donneraient plutôt des idées génocidaires en application locale, et les autres, les rigolotes. Parce que oui, si je m'abstiens volontiers de me fendre la pipe en présence d'un Marc Dutroux, il m'est agréable de glousser comme un poulet de Bresse avant la douche lorsque je me délecte des aventures culottées des amateurs de petons. Et après cette introduction interminable, rien à voir avec une partouze de loser, c'est un nouveau chapitre du grand livre des paraphilies que je voudrais ouvrir avec vous aujourd'hui. Je le sais, vous êtes nombreux à voler les culottes de vos cousines, les chaussettes d'une vieille amie ou les escarpins de votre boulangère pour vous accompagner pendant vos longues soirées d'hiver. Non? Oh bah ça doit être moi alors. Mais n'avez-vous jamais été troublé par le délicat plastique d'un poncho de pluie, par la texture orgasmique d'un ciré jaune, ou par l'indéfinissable érotisme d'un kawaii? Non? Bizarre, parce que Monsieur Yoda Yoshio, 51 ans, livreur de journaux à Osaka, lui, oui. Et c'est même ce qui a causé sa chute. Mais revenons un peu aux sources du problème. En 2009, le jeune Yoshio était dans la force de l'âge, et quoi de plus naturel que de maîtriser la force quand on s'appelle Yoda, après tout. Mais malgré une belle détermination à chercher l'âme sœur, il restait désespérément célibataire et même, disons-le tout net, vierge. Avec un physique atypique, dirais-je, pour ne m'attirer les foudres de personne, il avait connu le regard dégoûté des filles depuis que son système hormonal le poussait à la reproduction sexuée et s'était réfugié dans la littérature boulière alternative, souvent très inventive. Il avait eu sa période textile, durant laquelle il investissait dans du petit linge porté, sa phase godasse et harpion qui le conduisit parfois à dérober de l'escarpin pour étrangler le borgne, mais jamais de licher du nougat, ultime frustration. Alors dépité mais novateur, il se découvrit une passion érotique pour le linge de dessus et même pour celui que l'on met par-dessus le linge de dessus. En effet, mes prudes amis, quoi de plus érotique qu'une femme en kawaii, quoi de plus troublant qu'une ménagère en poncho plastique rose? Je vous le demande. Non, en fait, je m'en fiche, c'est une question rhétorique. Alors, dès 2009, Yoda, passé maître dans l'art du vol d'imperméable, avait développé sa technique de chasse et traqué le plastique et la fibre synthétique dans les sacoches des vélos pour mieux vider les siennes. Il repérait une femme chevauchant son destrier de métal, chasuble chamarré sur le dos et la suivait jusqu'à son terminus. Attendait que la belle range son vêtement sur son porte-bagages ou dans la petite sacoche prévue à cet effet, comme il est d'usage au Japon, et hop! Comme un lion redoutable fondant sur la frêle gazelle, il se saisissait du vêtement et rentrait bien vite à sa maison pour que les douces effluves de sa victime ne s'évaporent pas et... Enfin, vous devinez la suite. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et tout Yoda que vous êtes, si vous vous attaquez à l'Empire, même d'essence, ce dernier contre-attaque. Ok, j'arrête, c'est lourd. Sa chute, il l'a connue en septembre 2022, après 13 ans de bons et loyaux services et une prise de risque inconsidérée lors de sa dernière rapine. Envieux dont un modèle unique porté par une belle quinquagénaire, il s'introduisit dans un centre commercial, à défaut d'autre chose, et tenta de dérober le vêtement de pluie dans le sac de la dame. Il n'en fallut pas moins pour que notre belle police, toujours aux aguets, ne prenne le malandrin sur le fait et ne le confonde. Lors de l'inévitable perquisition, on retrouva 360 imperméables, ponchos et manteaux de pluie soigneusement pliés et rangés dans sa chambre, et d'autres accessoires que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Mis en examen pour vol répété, Yoda risque 2 ans de prison, mais n'en doutons pas, lorsqu'il sortira, nous assisterons au retour du Moralité, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, ma femme elle est toute mouillée. Bon,
J'étais bien aujourd'hui, un peu pénible, avec les calembours sur la guerre des étoiles, en plus j'aime pas ça. Oh, en fait, zut, on m'entend là. J'ai intérêt à préparer mon parapluie à insulte, tiens. Tiens, c'est joli un parapluie. Il est tout brodé celui-là. Viens ici, toi. J'ai toujours adoré explorer, que ce soit les lieux étranges du monde réel ou encore les phénomènes mystérieux de l'univers numérique. Pour concilier ces deux passions, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, Obscuria. Après des années à arpenter les recoins sombres d'internet, il était grand temps pour moi de vous présenter différentes histoires numériques qui ont laissé bouche bée les internautes du monde entier. Au sein de mes vidéos, je vous propose donc de réelles explorations de phénomènes étranges nés sur internet, mais également des enquêtes, des formats iceberg ou encore des séances d'archéologie numérique portant sur des plateformes vraiment très étranges, voire même carrément effrayantes, tout en vous racontant les incroyables histoires qui se cachent derrière. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se cachait derrière les chaînes YouTube étranges, derrière certains posts cryptiques que l'on trouve ici et là sur les réseaux sociaux ou autres forums de discussion, eh bien, je pense que cette chaîne est faite pour vous. Je vous invite donc à venir découvrir les vidéos de la chaîne Obscuria et à m'accompagner dans l'exploration des recoins sombres d'internet et autres mystères numériques. Voilà, cette 62e édition de Petit Satsudin est presque terminée, mais avant de vous faire la postiche, n'oubliez pas d'aller de suite sur le lien de mon partenaire NordVPN pour rentrer vous aussi dans la modernité des gens bien protégés contre les malfaisants de tout poil. Après avoir cliqué sur le lien en description de la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne ou un brouteur viendra dépouiller votre pauvre maman de ses économies. Cette protection sera d'autant plus renforcée que vous activerez la cloche et partagerez mes contenus après avoir mis un petit pouce vers le haut en toute amitié et dans le respect du consentement mutuel, bien sûr. Si mes contenus, parfois un peu datés humoristiquement parlant, j'en conviens, vous plaisent, vous pouvez m'aider en me laissant un petit pourboire sur Tipeee et Utip. Et merci à ceux qui le font déjà, croyez-moi, c'est très important pour moi. Vous pouvez aussi me laisser un super thanks en cliquant sur le petit cœur juste sous la vidéo, ou rejoindre l'unité Satsudin en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo également. En allant sur satsudin.fr, vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, et je vous signale d'ailleurs que le prochain sortira en novembre, les CD des musiques de la chaîne, et là encore je vous signale que l'album de Kama Project est en cours de réalisation, et qu'avec le frérot Andy nous vous promettons une sacrée raclée musicale. Allez donc faire un tour sur la boutique Spreadshirt de la chaîne, là encore vous y redéfinirez votre notion de la classe et de l'élégance. Je vous attends sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. J'y suis assez présent et y poste de belles photos de Benoît XIII au Hellfest. Voilà, je vous quitte, je dois aller à la messe avec ma femme. Elle est folle de la messe, cette coquine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Matane.